Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, qui va présenter une brève revue des principaux événements marquants de l'imagerie médicale, depuis sa création jusqu'à ce jour, avec quelques considérations sur les orientations futures. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et d'activer la cloche, et n'oubliez pas, de liker la vidéo. Avec les développements dans le domaine de l'imagerie médicale, en particulier l'introduction de puissants calculateurs informatiques, pour le traitement et la reconstruction des images tridimensionnelles, permettant des visites virtuelles au fin fond du corps humain, le dicton « il faut ouvrir pour voir » n'a plus cours. Durant l'ère des Romains, l'image représentait la réalisation des masques par prise d'empreintes d'effigies des défunts, moulées en cire, fabriquées par un processus d'adhérence et de contact direct de la matière, le plâtre, avec le visage du mort, afin de garder une trace de l'arbre généalogique de la famille. Ces masques, les images, sont par la suite recouverts d'une substance colorante, dans le but d'améliorer la ressemblance, puis conservés dans un reliquaire à la maison, et portés en procession, lors de funérailles, et à l'occasion de sacrifices publics. Mais comment faisait-on avant ? Avant le début de l'ère de l'imagerie médicale, jusqu'en 1896, aucun moyen n'existait pour sonder, ou explorer, in vivo, le monde intérieur caché du corps humain. Les médecins ont appris à ausculter les patients en recourant à leur sens, écoute du patient et de ses symptômes, l'observation, le toucher et l'odorat, ou par l'examen physique incluant la palpation et la percussion abdominale, mais parallèlement ils utilisent quelques instruments à l'instar du stéthoscope, le thermomètre, ainsi que le comptage des battements du pouls, à l'aide d'une montre. Joseph Léopold von Hohenbrugger, considéré comme l'inventeur de la technique de la percussion lors de l'examen médical, il a eu l'idée de frapper le thorax à différents endroits, et de distinguer les sons qui en provenaient. Usant de son expérience et en comparant avec une personne saine, il arrive à déceler une maladie. Certains médecins dissèquent les cadavres, et étudient les lésions tissulaires des maladies. Des physiologistes mettent en place l'approche expérimentale. En parallèle, il y avait Röntgen qui semble déconnecté du monde de la santé et ses préoccupations. À l'image de la majorité de ses collègues, Röntgen consacre tout son temps à faire des expériences sur les tubes à vide, notamment celui de Crookes. Ces tubes ressemblent à ceux permettant à nos anciens téléviseurs de créer des images. L'entrée dans le règne de l'image, de la photographie à la radiographie. La découverte par Röntgen des rayons X pénétrants a donné le coup d'envoi vers une révolution dans l'imagerie médicale, et a commencé un lent processus de réunification de la science médicale avec la physique, la chimie et l'ingénierie, les sciences dites exactes. Jean-Martin Charcot est un neurologue français, qui a travaillé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, sur les femmes hystériques. Ses efforts pour mémoriser leurs mouvements désordonnés, afin d'obtenir des données fiables et reproductibles sont partis en vain. Enfin presque. Le destin a souri de nouveau à Charcot avec la rencontre avec l'homme qu'il lui fallait, c'était le photographe Albert Lond, qui vient de découvrir la technique de la chronophotographie, capable de prendre en moins d'une seconde, une séquence de 12 images, ce qui a permis à Charcot d'avancer sur ses travaux sur l'hystérie, et de publier avec Albert Lond, le premier ouvrage de photographie médicale. L'après-midi du 8 novembre 1895, Röntgen était en train de travailler seul, selon son habitude, dans son laboratoire de l'Institut de physique de l'Université de Würzburg, Bavière, dont il est le directeur, et après de longues années de travail, Röntgen va faire une découverte surprenante en faisant l'obscurité dans son laboratoire. Pour ne pas être gêné par la lumière engendrée à l'intérieur du tube de Crookes, Röntgen a placé un carton noir opaque sur son tube cathodique. Il allume le circuit électrique pour mettre le tube sous tension. Alors qu'il se prépare à déconnecter le tube de la tension électrique, tout content du fait que la lumière ne traverse pas le papier noir qui enveloppe le tube, quelque chose attire son attention, ce n'était pas le tube noir, mais une plaque de carton, posée dans un coin et recouverte d'enduit de barium de platinocyanure qui s'illumine. Il éteint le circuit, le carton ne brille plus. Il rallume, le carton brille à nouveau. Röntgen a aussitôt conclu que le curieux tube de verre qu'il utilise émet une radiation capable de traverser le papier noir.
Un rayonnement énigmatique et pénétrant, invisible, inconnu, qu'il baptise rayon X, du nom de la variable mathématique symbolisant une valeur inconnue. Il semblerait que Röntgen n'ait pas souhaité de leur attribuer son nom. Après avoir fait des tests sur des objets, il place la main de sa femme Bertha, entre le tube et une plaque photographique. À sa grande surprise, après une pause de 20 minutes, on ne voit plus que les os et la bague sur la radio. Avec la radiographie de la main de Bertha Röntgen, le 22 décembre par son mari, commence l'histoire de la radiologie et de l'imagerie médicale. Durant cette même semaine, les frères Lumière découvrent à Lyon, France, la cinématographie et produisent leur premier film. Le 28 décembre, il remet un article, à propos d'une nouvelle sorte de rayon, à la Société médico-physique, qui sera publié dans le numéro 995. L'impact sera immédiat et significatif à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le tube de Crookes, utilisé par Röntgen, a été rapidement reproduit dans d'autres laboratoires du monde entier. Au cours de la première année qui a suivi la découverte des rayons X, 1044 articles scientifiques ont été publiés sur le sujet. 6 ans plus tard, en 1901, Röntgen a reçu le prix Nobel de physique. Albert Lond, en tant que directeur du service de photographie médicale de la Salpêtrière, il est le mieux placé pour créer une alliance entre la médecine et les rayons X. Il se penche alors sur les nouveaux rayonnements, et comme il avait l'habitude d'utiliser les produits chimiques, le révélateur et le fixateur, dans des chambres noires, donc, c'était simple pour lui de s'adapter avec les différentes techniques et matériels dédiés au nouveau métier qui est la photographie en employant les rayons X, la radiographie. Ce qui lui permet de déplacer son métier de photographe de l'extérieur de l'être humain vers l'intérieur du corps humain. Le 10 février 1896, le photographe de la Salpêtrière annonce qu'avec les rayons X, les plaques photographiques réagissent de la même façon qu'avec la lumière, et il suggère d'employer les plaques extra rapides pour obtenir un meilleur résultat. Lond publie en 1897 un article, Application médicale de la méthode de Röntgen, puis en 1898 deux livres, Application de la radiographie à l'étude des anomalies digitales, et Traité pratique de radiographie et de radioscopie, techniques et applications médicales. En 1896, l'imagerie de l'intérieur du corps humain, physique et photographie médicale, fait une entrée brillante dans la réalité. Un vieux rêve de l'humanité se réalise, voir à l'intérieur du corps humain. Au cours des décennies suivantes, la radiographie est devenue essentielle pour le diagnostic médical. La médecine militaire a adopté la technologie pour évaluer les blessures sur les champs de bataille dès la Première Guerre mondiale. Peu après avoir remporté un prix Nobel pour ses recherches, Marie Curie a conduit un camion équipé d'un appareil à rayons X sur le front en France. Avec le retour de la paix, elle publia son livre La radiologie et la guerre dans lequel elle exprime son expérience vécue au champ de bataille. De l'ombre surgissent de nouvelles modalités. Pendant des décennies, la radiographie était la seule forme d'imagerie médicale, mais la curiosité humaine et l'appétit dévorant d'améliorer les techniques d'imagerie médicale se sont accentués. De nouveaux outils ont été mis en place, et les images planes bidimensionnelles, 2D, ont fait place à l'imagerie tridimensionnelle, à l'imagerie quadridimensionnelle, c'est-à-dire l'imagerie tridimensionnelle en temps réel, à l'imagerie fonctionnelle et à l'imagerie moléculaire. Tomodensitométrie, scanner. Au début du XXe siècle, Alessandro Valbona, un radiologue italien, tomographie conventionnelle. La tomographie conventionnelle est créée, en déplaçant simultanément la source de rayons X et le détecteur de rayons X, de manière à maintenir un objet d'intérêt au centre du plan de balayage, et à faire disparaître tous les autres objets. La tomographie conventionnelle a évolué, mais elle était encore inefficace pour l'imagerie des tissus mous. 76 ans après la naissance de l'imagerie médicale, la tomodensitométrie, TDM, a été développée en utilisant des projections radiographiques à partir d'angles multiples et en construisant ensuite une image bidimensionnelle avec un modèle mathématique qui incorporait toutes les données projetées. En 1967, Hounsfield a inventé le premier tomodensitomètre. Le premier patient vivant a été scanné le 1er octobre 1971. Alan Cormack, qui a créé les premiers modèles mathématiques utilisés en tomodensitométrie, et Hounsfield ont reçu conjointement un prix Nobel en 1979 pour le développement de la tomographie assistée par ordinateur. La tomographie assistée par ordinateur est l'une des innovations médicales les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Les images affichent les tissus mous en contraste avec les détails anatomiques, ce qui permet d'obtenir une précision diagnostique sans précédent.
Des images bidimensionnelles en coupe transversale sont créées et peuvent être disposées dans l'espace pour générer un volume. Au début des années 1980, plus de 3 millions d'études de tomodensitométrie avaient été réalisées. Aujourd'hui, ce nombre est passé à plus de 100 millions d'études par année, la tomodensitométrie étant devenue la machine à vérité du médecin moderne. Imagerie par résonance magnétique. L'histoire du développement de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, est complexe et implique de nombreuses contributions des domaines cliniques, scientifiques et techniques. Deux scientifiques, Félix Bloch et Edward Purcell, ont développé simultanément et indépendamment le concept de résonance magnétique nucléaire, RMN, pour lequel ils ont reçu conjointement le prix Nobel de physique en 1952. En 1973, Paul Lauterbur a publié les premières images RMN, et il a ensuite reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2003. L'imagerie par résonance magnétique est basée sur des principes physiques différents de ceux de la tomodensitométrie. Un aimant puissant est utilisé pour produire un champ magnétique fixe très puissant autour du patient, et des impulsions de radio et fréquences sont utilisées pour exciter les protons des molécules d'eau, très abondants dans le corps humain. Lorsque les protons excités se relaxent pour revenir à un état de repos, ils renvoient des signaux qui sont captés et mis en correspondance avec une image. Aujourd'hui, l'IRM est utilisé dans pratiquement toutes les sous-spécialités médicales. Son contraste supérieur des tissus mous et ses détails anatomiques en font le joyau de l'imagerie médicale. Elle est devenue essentielle en oncologie, où la scintigraphie est couramment utilisée pour le plan préopératoire et pour déterminer l'étendue de la maladie dans tout le corps. L'IRM du corps entier est maintenant une réalité, surtout lorsqu'elle est combinée à l'imagerie fonctionnelle de médecine nucléaire. L'IRM cardiaque est de plus en plus utilisé pour le diagnostic des lésions telles que la cardiomyopathie ou myocardite aiguë. Dans ce cas, l'intérêt n'est pas donné uniquement aux images morphologiques, mais aussi à la fonction cardiaque qui peut être évaluée à l'aide d'images cinétiques du mouvement de la paroi ventriculaire et de la fonction valvulaire. L'IRM fonctionnel, IRMF, est utilisé pour l'imagerie clinique des maladies du système nerveux central, par exemple la cartographie vasculaire pour le diagnostic et le classement des gliomes. De solides initiatives de recherche avec l'IRMF et l'imagerie du tenseur de diffusion pour étudier les trajets des fibres nerveuses du cerveau et de la colonne vertébrale sont en cours. La spectroscopie par résonance magnétique est utilisée pour mesurer la concentration relative de différents métabolites endogènes dans les tissus. Les ultrasons ou l'échographie. Les ultrasons utilisent des ondes sonores de haute fréquence, au-dessus de la portée de l'audition humaine. Les échos réfléchis sont cartographiés dans une image basée sur l'amplitude et la fréquence des signaux renvoyés. Cette modalité présente des avantages par rapport à la tomodensitométrie. L'échographie est particulièrement importante en imagerie pédiatrique parce qu'elle n'a pas de rayonnement ionisant, elle est peu coûteuse, et qu'elle est effectuée en contact direct avec le patient. L'échographie n'est pas une technologie mais plusieurs, avec une histoire complexe impliquant de nombreux scientifiques et médecins brillants depuis sa création. L'histoire des ultrasons diagnostiques a commencé avec l'étude des chauves-souris à la fin des années 1700 par Lazzaro Spallanzani. Spallanzani a tenté de comprendre comment les chauves-souris volent la nuit, et a émis l'hypothèse que les chauves-souris se fiaient au son pour naviguer. En 1826, Jean-Daniel Colladon a calculé la vitesse du son dans l'eau, en estimant qu'elle se rapprochait de la valeur actuellement connue de 1482 mètres par seconde. L'effet Doppler, d'abord postulé en 1842 par Christian Doppler, est un élément essentiel de l'évaluation de la circulation sanguine. Ensuite, les frères Curie ont découvert la piézoélectricité. Les cristaux piézoélectriques vibraient lorsqu'ils étaient soumis à un courant alternatif. C'est la base du développement des transducteurs. Il est intéressant de noter que l'utilisation des ultrasons en médecine a commencé par des applications thérapeutiques, et non par l'imagerie. Le pouvoir potentiellement destructeur d'un faisceau ultrason focalisé a été reconnu comme un outil thérapeutique précieux au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, en tant que substitut à la neurochirurgie, à la réadaptation et au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Dans les années 1940, Carl Theodusik a tenté de localiser les tumeurs cérébrales et d'identifier les ventricules cérébraux. Ses premières expériences ont été rapportées en 1942. En 1958, Ian Donald, un gynécologue, a utilisé pour la première fois le échographe pour étudier l'évolution du fœtus, l'utérus et le pelvis.
L'élastographie par ultrasons, une technique relativement nouvelle, fournit des données semi-quantitatives et quantitatives, des mesures de la rigidité des tissus. Comme la tumeur a tendance à être plus rigide que les tissus normaux environnants, l'élastographie peut aider à la fois à détecter et à caractériser les lésions, et a été utilisée pour l'imagerie du sein, de la thyroïde et du foie. Imagerie nucléaire. Le premier modèle hybride fonctionnel et morphologique a d'abord été proposé pour un TEP-CT par David Townsend et Ronald Knatt. Un prototype d'appareil hybride de TEP-TDM clinique a été utilisé pour la première fois en clinique en 1998. L'imagerie fonctionnelle du métabolisme est maintenant couramment combinée à des examens à haute résolution spatiale dans la pratique clinique qui utilisent non seulement la TEP-TDM, mais aussi la TEP-IRM, et plus encore. La médecine nucléaire utilise des traceurs radioactifs pour créer une imagerie fonctionnelle. Des capteurs uniques détectent l'émission radioactive de ces traceurs. Les SPECT-CT mesurent les rayons gamma, tandis que les TEP utilisent un traceur qui s'accumule et se métabolise dans les tissus du corps, après quoi des positons sont émis. Lorsque les positons rencontrent des électrons, ils s'annihilent mutuellement, en émettant une paire de rayons gamma simultanément. Ces données sont utilisées pour cartographier l'activité métabolique dans les organes du corps. James Robertson a construit le premier scanner TEP à un seul plan, en 1961. Imagerie médicale interventionnelle. L'angiographie par cathéter est un des premiers développements importants en imagerie interventionnelle. En 1927, Egas Moniz, un neurologue du Portugal, a effectué la première angiographie cérébrale, pour laquelle il a reçu le prix Nobel de médecine en 1949. En 1929, la première angiographie cardiaque a été effectuée par Werner Forssmann en Allemagne, lorsqu'il a inséré un cathéter dans sa propre veine du bras et a passé un cathéter dans son cœur. Il a partagé le prix Nobel de médecine de 1956 avec André Koernen et Dickinson Richard, pour avoir été le pionnier du cathétérisme cardiaque. Les récentes percées en angiographie par cathéter pour le diagnostic et le traitement des urgences cardiovasculaires, comprennent l'élimination des caillots de cerveau à l'aide de nouvelles générations d'endoprothèses récupérables. L'occlusion de l'hémorragie artérielle active chez les patients victimes de traumatismes, et l'ablation sélective des tumeurs. D'autres thérapies guidées par l'image sont rapidement apparues au cours des 2 dernières décennies. La biopsie guidée par l'image est utilisée quotidiennement dans presque tous les organes, y compris la thyroïde, les poumons, le foie, le sein et les os. Les procédures peu invasives pour le drainage d'abcès et l'ablation guidée de tissus à l'aide d'un guidage par imagerie en temps réel sont courantes. L'ablation des tissus peut être réalisée par radioeffréquence, cryoablation ou ablation laser stéréotaxique. Évolution et révolution. La réussite de l'imagerie médicale au cours des dernières décennies n'est pas seulement due au progrès technologique, mais aussi à la révolution numérique. Les images numériques sur les postes de travail remplacent désormais les films, ce qui permet la reconstruction d'images multiplanaires. La radiologie moderne est en fait sans film mais riche en images avec des données numériques. Les radiologues peuvent être situés loin du patient, interprétant à distance les études en temps réel, ou bien longtemps après que le patient ait quitté le point de soin. Les images numériques ont permis à la téléradiologie d'interpréter les images à distance. L'industrie des systèmes d'archivage et de communication d'images, PACS, s'est développée parallèlement aux besoins de l'imagerie médicale pour gérer et stocker les données numériques via le système d'information radiologique et le système d'information hospitalier. Par conséquent, les radiologistes peuvent accéder aux antécédents médicaux, aux résultats de laboratoire, aux notes cliniques et aux renseignements complets sur la santé pendant qu'ils établissent le protocole ou qu'ils lisent un compte rendu d'imagerie. Le radiologue est devenu un intégrateur de connaissances. Orientation future. Les défis et les opportunités de l'imagerie médicale seront définis par la manière dont les radiologues travaillent et dont ils génèrent les rapports de radiologie. Les ordinateurs contribuent de plus en plus à l'optimisation de ces produits finaux. Le diagnostic assisté par ordinateur est une des applications de l'apprentissage machine, qui est une forme d'intelligence artificielle utilisée déjà dans la reconnaissance faciale, l'autoconduite et la reconnaissance vocale. Cette application offre un potentiel passionnant pour la détection de lésions telles que celles des hémorragies cérébrales ou des nodules pulmonaires. Les radiologues seront-ils remplacés par des machines ? Il est très peu probable que les machines remplacent les radiologues, en partie à cause des limites importantes des algorithmes de l'intelligence.
Ces algorithmes exigent un apprentissage très précis et d'énormes bases de données étiquetées avec précision. Les algorithmes sont souvent des boîtes noires, il peut être impossible de comprendre le processus de prise de décision, ce qui rend la validation et la réglementation difficiles. Conclusion. Les progrès réalisés dans l'acquisition, l'analyse, le transfert et le stockage des images ont placé l'imagerie médicale au premier plan du diagnostic médical. L'imagerie représente la voie royale d'accès à la compréhension des troubles et à l'établissement du diagnostic pronostic thérapeutique pour améliorer la qualité des soins et la santé des patients, en apportant des thérapies efficaces. Les défis et les nouvelles possibilités excitantes laissent entrevoir un avenir prometteur. Les progrès de l'imagerie médicale transformeront la médecine de masse en une médecine de précision avec des soins personnalisés. C'est ici que se termine notre vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas de mettre un max de likes et de commentaires, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.